Salut tout le monde! Édition numéro 2 de la saison 23-24 du podcast Bulletin sportif, édition hockey. Ça fait un long titre, mais bon, vous savez dans quel rendez-vous vous êtes. C'est le hockey. La semaine passée, on a commencé avec Tristan Mack et Denzel Carigueia en mettant la table sur la saison de hockey collégial masculin D1. Bien, cette semaine, en plus d'avoir Tristan et Denzel pour parler du premier match de la saison qui a eu lieu et des rendez-vous qui sont à venir cette semaine, bien, on a aussi avec nous Léa McIntyre qui va passer la saison avec nous pour nous parler du volet féminin. Donc, Léa déjà aura des choses à nous raconter parce que la saison a commencé au niveau féminin collégial D1. D'ailleurs, déjà des grosses performances. Sandrine Chouinard qui a marqué 4 buts contre André Laurando. Donc, on va en parler avec Léa tout à l'heure. Évidemment, comme je vous disais, on revient sur le premier match de la saison, un match de fou entre Thetford et André Laurando. Donc, je vous souhaite un excellent show avec des experts qui connaissent leur hockey collégial. Passez le mot d'ailleurs, passez le mot parce que c'est un rendez-vous que vous allez avoir à chaque semaine. Sur ce, bon show tout le monde. Alors, on est là pour le volet du segment hockey collégial masculin avec nos analystes, nos experts, Denzel Carigueia et Tristan Mack. Messieurs, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Denzel, ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Ça va très, très bien. Bien, j'imagine que ça va bien parce que là, en fin de semaine, début officiel du calendrier de la saison au hockey collégial masculin D1. Et évidemment, ben, sachant Tristan de quel bord il travaille, évidemment que la victoire du boomerang d'André Laurando 6-5 en prolongation te réjouit, mais je pense qu'il y a aussi un énorme soupir de soulagement qui sort de ça parce que on n'était pas supposé aller en prolongation et parti comme c'est là, en fait, on était peut-être même supposé la perdre le rendu là. Franchement, un match, on va le dire, là, une fin de match complètement folle qui s'est passée au cégep de Thetford. Tristan, écoute, je t'interpelle déjà là, pour nous parler de comment tu as vu ça. Écoute, c'était un match de fou, Philippe. Vraiment, beaucoup d'émotions, beaucoup de jeux physiques. Je parlais avec quelques joueurs du Boomerang aujourd'hui là, au complexe récréatif à Gadebois entre les séances d'entraînement. Et puis, tous les joueurs me disaient que vraiment, c'était un environnement hostile du côté de l'Arena Black Lake. Sans surprise, il ne manquait que les joueurs de football dans l'amphithéâtre pour déranger encore plus. Là. Mais sinon, à part de ça, beaucoup d'émotions et on a vu tout le talent de Mathis Dufour, de Nathaniel Aubert. Et lorsque je regarde le sommaire de ce match-là, Philippe, là, il n'y a pas moins que 4 buts qui ont été marqués sur des avantages numériques et 2 buts qui ont été marqués sur des désavantages numériques. C'est quand même assez spécial. Donc, au total, sur les 13 buts qui ont été marqués, 6 buts qui ont été marqués en unité spéciale. On voit quand même ça assez rarement dans des matchs avec autant de buts et autant de buts en unité spéciale également, surtout dans notre ligue, dans la ligue collégiale, comme on la connaît depuis quelques années, une ligue très paritaire avec des matchs très serrés. Là, en fin de semaine, ça s'est gâté pas mal, mais je pense que cela a réjoui bien des partisans des deux côtés. Là. Pas de doute. Et Denzel, en tant qu'observateur un peu plus reculé en termes d'émotion par rapport à ce match-là, ça reste que c'était facile d'entrer dans le match. Écoute, on a un match qui est à, il faut le dire, il faut le résumer quand même, un match qui est à 3-3 après 2 périodes quand même. On a un bon match, mais là, André Laurando qui prend les devants par 2 buts et il reste à quoi? Même pas 2 minutes à jouer, puis c'est finalement des punitions un peu stupides, disons-le, de l'indiscipline. Là, on va l'appeler indiscipline. Là, je ne veux pas être dans la tête des joueurs qui ont pris ces punitions-là. Je veux en même temps amener une certaine nuance. Lorsque j'ai regardé avec un pas de recul, là, la mise en échec par derrière qui a été appelée sur Daniel Minocerni, honnêtement,
j'ai trouvé l'appel sévère. J'aurais peut-être donné un 2 minutes pour donner de la bande, ceci dit, mais j'ai revu la clip à quelques reprises aujourd'hui et je ne pensais pas que c'était pour être une mise en échec par derrière, parce que lorsqu'on regarde la situation, et je ne veux pas être trop technique, là, le joueur se protège déjà, il est à une certaine distance de la bande et Milo Cerny ne le frappe pas directement dans le dos comme une vraie mise en échec par derrière. Il le pousse vers la bande, mais il n'y a aucune notion de mise en échec par derrière, du moins selon mon interprétation et selon l'angle de la caméra où est-ce que c'était placé. Et si c'était un joueur de Tedford qui aurait commis ce geste-là, j'aurais dit la même chose. C'est le fond de ma pensée là, par rapport à la situation. Je ne me qualifie pas comme un officiel, ceci dit, là, mais j'ai revu la séquence et je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux. Mais bon. Parce que ça a donné un 5 minutes, puis c'est ça qui est important dans l'histoire, c'est qu'au lieu de donner un 2 minutes, ça a donné un 5. Puis ça a fait en sorte que la prolongation s'est amorcée avec encore le boomerang qui est en désavantage numérique. Denzel, je te laisse aller là-dessus là, justement pour que tu nous racontes comment toi tu as vu ça. Exactement, je pense que, comme Tristan l'a mentionné, c'est un match d'unité spéciale. Tous les buts des filons ont été inscrits sur les unités spéciales. Puis, il faut donner quand même du crédit aux filons. Je pense qu'on est venu avec la bonne mentalité sur les unités spéciales. Les meilleurs joueurs ont quand même fait la différence. Puis, on a des joueurs qui sont habitués à être dans ce genre de situation. On a 5 joueurs qui, l'année passée, ont fait la pluie et le beau temps en avantage numérique. Puis, de les revoir avec autant de facilité, être en mesure d'enchaîner sur des séquences où est-ce qu'on prend d'assaut le territoire d'André Laurando, la rondelle reste dans le territoire, puis on est capable, à la fin, d'y aller d'un but. Je pense qu'il faut donner beaucoup de crédit à Tedford, mais c'est à la fin où est-ce que ça compte le plus, où est-ce qu'André Laurando a vraiment pris ses responsabilités. Oui, on a fait face à beaucoup d'indiscipline, mais on peut être très, très content du côté d'Alexandre Dandonneau, de la manière dont ça se termine. Émeric Paradis qui réussit à subtiliser le disque là, dans le haut du territoire, il parvient avec une bonne pointe de vitesse aussi de battre son défenseur. C'est certainement un tir que Wyatt Harvey, le gardien de Tedford, aurait voulu revoir parce que ça semblait pas aussi dangereux, mais il faut donner du crédit au boomerang, comme tu l'as mentionné aussi. Ils ont tiré de l'arrière pendant très, très longtemps. Ils ont réussi à avoir cette avance, oui, tard en troisième, où est-ce qu'on pensait que c'était joué, mais comme on le sait à Tedford, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. La foule était dedans. Donc, on peut être très, très content de la manière dont ça se termine du côté du boomerang, mais il y a certainement des points qui devront être abordés parce que si on joue de cette manière-là à chaque soir, je ne pense pas qu'on va s'en sortir. Et en même temps, moi, je trouve que c'est une belle preuve de résilience aussi de la part du boomerang dans ce match-là, en sens où est-ce que, bon, le boomerang, pour certaines raisons, a décidé d'amorcer la saison plus tôt que toutes les autres équipes dans la Ligue. Il faut spécifier que les 11 autres équipes du circuit jouaient des matchs hors concours pendant la fin de semaine. Donc, c'est quand même un contexte assez particulier, là. Et quand on regarde la situation, le boomerang tirait de l'arrière, est revenu dans le match, a fait face à un avantage numérique qui était assez puissant, majeur en plus de ça. Et lorsqu'on regarde la situation, c'est de la résilience au bout de la ligne, là. Ça va dans le mental et la beauté de la chose, c'est de l'apprentissage qui a été fait depuis la saison passée vers cette saison qui est très jeune, ceci dit. Et ça se conclut avec un but d'un joueur qui était dans l'équipe de Division 2 qui a obtenu une promotion dans l'équipe de Division 1. J'imagine qu'il y a de quoi qui se passe de bien au niveau du développement des étudiants athlètes d'Alexandre Dandonneau, au niveau de la résilience et du processus d'apprentissage, bien que la saison soit très jeune. Bien, clairement, on parle de résilience, c'est une chose, c'est effectivement cette capacité à décider de rester dans le match, même si on a l'impression que tout est en train de nous glisser entre les doigts. Exactement. Parce que là, l'histoire, dans le fond, quand Thomas Quinton il se retrouve à avoir sa punition là, de double échec, à ce moment-là, rappelons-nous comment ça s'est passé. On est en train de peut-être essayer d'aller marquer un but dans un filet désert parce que Tedford a enlevé son gardien de but. Donc,
la rondelle va dans le fond. On n'a pas besoin d'aller jouer de manière à écoper d'une punition. Là. Évidemment, on veut aller marquer ce but-là pour finir et clore le match. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas besoin de jouer du bâton. Tu as juste à prendre position. Oui, si l'autre est là, il est là, mais ne va pas écoper d'une punition à ce moment-là. Et c'est... Oui, on parle du coup de Milo Cerny. Il y a probablement, puis moi, je ne l'ai pas revu, je n'ai pas analysé la chose. Là, j'ai vu sur le coup, là, mais je n'en ai pas fait une révision par la suite. Il y a peut-être un élément de sévérité là-dedans, je comprends. Parce que, honnêtement... Mais au-delà de ça, il y a quand même une première punition qui est prise. Et même si Milo Cerny se retrouve avec un 2 minutes au lieu d'un 5, on se retrouve quand même dans cette situation-là de désavantage numérique successif. Là. C'est pour ça que je veux dire par là qu'il y a un élément dans tout ça où on a un peu perdu notre concentration, on a arrêté de jouer comme on aurait dû jouer, puis on aurait pu perdre le match à cause de ça. C'est pas une question d'arbitrage autant que ça. Exactement. Et c'est là où est-ce que je voulais en venir, justement. Oui, l'appel pouvait être sévère, mais c'est la discipline qu'il faudra revoir. Et je dis la discipline du côté d'André Laurando. Même chose du côté de Tedford. Il y a eu beaucoup de punitions. Ont écopé de beaucoup de pénalités. Donc, c'est sûr que, bon, c'est un début de saison. Beaucoup de joueurs qui écopent de pénalités. Les arbitres essayent là, de mettre leurs pieds au sol, comme on dit, là, de s'assurer que tous les règlements soient bien appliqués. Reste à voir comment ça va se dérouler, le reste de la chose. Et lorsque je parle de mise en échec par derrière, Philippe, si tu me permets de revenir un peu plus tôt là, à ce que je disais, parfois ça dépend de bien des facteurs du côté des officiels. Ça peut dépendre de la distance par rapport à la bande, ça peut dépendre de comment le joueur a été poussé, de comment que le geste a été exécuté, etc., etc. Et je voulais le préciser que c'était une opinion et non une critique. C'était juste une pensée, puis, une lecture des choses d'un observateur qui regardait la clip pour essayer de voir là, s'il y avait possibilité de nuance par rapport à ça. Donc, on verra. Mais Daniel Milo Cerny qui a une suspension de 2 matchs à la suite de ce geste-là. Et ça, c'est important. Je veux qu'on aille justement regarder les prochaines étapes. Les matchs les plus importants. Bon, on a plusieurs matchs, évidemment. Ça va commencer en fin de semaine prochaine. Là, si on veut, à partir de vendredi. À partir de vendredi. Et vendredi, ben, le Boomerang, justement, va avoir besoin d'avoir travaillé sur sa discipline parce qu'on est à Saint-Laurent. Denzel, comment entrevois-tu ça tout de suite, là, cette bataille? Comment est-ce qu'on t'avait appelé ça? La bataille de la 15, la 15 là, telle que surnommée par Robert Charlin. Donc, la bataille de la 15 déjà en début de saison comme ça. Est-ce que justement le Boomerang qui a joué un match va être avantagé de ça? Déjà, on est déjà dans l'action. Comment tu vois ça, Denzel? Honnêtement, je pense pas qu'André Laurando va être déjà avantagé dans ce match-là. On va déjà avoir beaucoup de fébrilité du côté de Saint-Laurent. C'est le match d'ouverture. On vient de remporter ce championnat-là, donc on va vouloir débuter sur les chapeaux de roue la saison certainement. Puis on a quelque chose à prouver aussi. André Laurando va avoir une bonne équipe cette année. On le sait à Saint-Laurent aussi, on a fait du très bon recrutement. Donc il y a des joueurs qui vont vouloir se prouver. Puis ça va être très tôt dans l'année. Mais je pense que ça va faire mal à la perte de Daniel Milo Cerny. C'est un joueur qui a beaucoup d'énergie. C'est un vétéran dans cette équipe-là. Oui, on a des joueurs qui ont été en mesure de faire la différence en tant que recrue. Je pense notamment à Apollus, qui a quand même connu un très bon match, l'ancien des Gaulois Saint-Hyacinthe. Mais à l'Arena Ronald Caron, certainement, on a abordé le point de la discipline. Il va falloir l'être parce qu'on sait comment on peut être dangereux du côté de Saint-Laurent. On a des joueurs qui sont très talentueux, qui sont très habiles. Donc, si on joue encore de mollesse, on laisse la porte ouverte à une équipe aussi bien rodée qu'on a à Saint-Laurent, je pense que ça pourrait leur faire très mal. Mais André Laurando a un coup à jouer dans ce match-là. Ça va être un match qui, selon moi, va être très, très physique, très, très offensif. Mais les deux gardiens vont avoir un rôle à jouer. Puis, on a 2 gardiens recrues de chaque côté. Donc, ça serait intéressant à suivre. Un autre duel qui devrait être très, très chaud au niveau du hockey collégial. Et honnêtement, je pense que les Patriotes devront aussi d'être disciplinés parce que le Boomerang a un excellent avantage numérique qui est mené par différentes stratégies, mené par différents joueurs. Et quand même que Daniel Milo Cerny soit suspendu, oui, c'est un joueur important du côté du Boomerang. C'est un joueur, comme je l'ai mentionné, qui a
tous les outils dans son coffre. Le boomerang a de la profondeur et est en mesure de remplacer un joueur dans n'importe quelle situation. Alors, je pense que ça va être quand même très intéressant et je ne dis pas ça pour diminuer le rôle de Daniel Milocerny au sein de sa formation. Ceci dit, du côté d'André Laurando, les joueurs savent c'est quoi jouer en équipe. Les joueurs savent c'est quoi l'importance de leur rôle individuel pour le succès collectif. Alors, ça va être ça qui va être le plus important. Et en même temps, ce qui sera un bon point pour le boomerang, en fait, c'est d'essayer de se donner une identité contre les Patriotes. 2 matchs hors concours gagnés contre Saint-Laurent. Oui, c'est des matchs hors concours, ce sont 2 victoires, mais là, il faudra le prouver en saison régulière. Et je pense que ça va être très intéressant. Ça va être un match rempli d'émotions. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair que ça va être rempli d'émotions, surtout dans un amphithéâtre comme l'Arena Ronald Caron. On a des choses à établir en début de saison. Autre match qui m'intéresse, qui intéresse certainement Denzel, les Nordiques de Lionel Groulx au Cégep de l'Outaouais face aux Griffons. On en a parlé la semaine dernière quand on a mis la table pour la saison. Les Nordiques, ça va être une belle équipe à suivre contre Outaouais. Intéressant de voir si en partant, l'Outaouais est capable de aussi lancer un certain message à la Ligue, là, justement, par rapport à ses capacités là, à se positionner justement comme une équipe qui est loin d'être battue d'avance. Ouais, un autre très duel intéressant. Je pense qu'en Outaouais, on a une équipe qui est jeune face à une équipe de Lionel Groulx qui est un peu plus expérimentée. Puis la saison passée, on avait eu des matchs très, très intéressants au complexe Blanche-Aubrière. Je me souviens notamment de ce match de 8-7 entre les 2 formations. On a des acteurs qui vont être de retour. Je pense notamment à Jérémy Thériault qui a toujours eu des bons matchs à Gatineau. Gabriel Théoret aussi du côté de Lionel Groulx. Puis un certain aussi Mathis Portin qui avait vraiment rendu la tâche difficile aux Griffons l'année passée, mais cette fois-ci, il se retrouve dans l'uniforme de l'Outaouais. Donc, cette fois-ci, du côté des Griffons, oui, on a une équipe qui est un peu plus jeune, mais je pense qu'on a un point à prouver face à une équipe de Lionel Groulx qui va certainement être dans une des équipes les plus difficiles à affronter, puis les affronter en partant, je pense que ça va déjà donner le ton à la saison des Griffons. Déjà qu'on va les affronter la fin de semaine d'après, donc on se doit aussi de bien commencer parce qu'on a une équipe qui est jeune. On va avoir des vétérans qui sont de retour, mais du côté de Lionel Groulx, je suis sûr qu'on va vouloir venir chercher ce match à Gatineau. Puis on l'avait fait aussi durant la saison d'ouverture de l'Outaouais. On avait remporté le match d'ouverture, puis on avait par la suite enchaîné sur des beaux résultats. Donc, un match très, très important en partant pour les 2 formations. Pour toi, Tristan, Lionel Groulx, Outaouais, c'est une chose, mais en même temps, ou en tout cas une demi-heure après, le 3e match, mais le 2e de la fin de semaine pour André Laurando, une autre grosse commande quand même avec les rebelles du Cégep Sorel-Tracy qui vont être à André Laurando. Donc ça aussi, finalement, ça fait que c'est un très, très, en tout cas, c'est un départ demandant pour la troupe d'Alexandre Dandonneau. Ça va être intéressant de voir si on veut, cette grosse vague là, de grosses équipes là, en début de saison, comment le Boomerang va être capable de réagir. Moi, je pense que ça va être très intéressant, surtout contre les rebelles du Cégep de Sorel-Tracy. On connaît toute cette rivalité-là entre Sorel et André Laurando depuis de nombreuses années. Je prévois un match physique, un match avec beaucoup d'émotions. Je m'attends à ce qu'il y ait de l'indiscipline dans cette partie-là. Du moins, je ne souhaite pas que ça déborde, mais je pense que ça va probablement déborder. Okay. Parce que c'est beaucoup d'émotions. Les joueurs se connaissent de l'année passée. Les Rebelles n'avaient que gagné un seul match, je pense, sur 3 l'année passée contre le Boomerang. Alors, c'est sûr qu'Éric Messier voudra prendre revanche et voudra aussi là, faire en sorte que son équipe soit prête. Et ce qui est la force d'Éric Messier, je tiens à le préciser, parce que je trouve qu'on ne parle pas souvent de son travail. Éric est toujours en mesure d'avoir des équipes qui, même si elles ne sont pas les plus talentueuses de la Ligue, elles vont toujours être hyper travaillantes. Elles vont toujours être des équipes qui auront un joueur ou 2 dans le visage de l'adversaire en tout temps sur la patinoire. Et c'est un entraîneur qui a de l'expérience. Et Alexandre Dandonneau sait très bien comment son équipe se devra
de se comporter dans un affrontement aussi physique et aussi émotif. Alors, j'ai bien hâte de voir ça, d'autant plus que ce sera un match d'ouverture du côté d'André Laurando. Et on sait comment que les étudiants athlètes au Cégep André Laurando, depuis la dernière année et demie, se tiennent très, très, très proches entre eux. Il y a un fort sentiment d'appartenance. Beaucoup d'athlètes de différentes équipes du Cégep viennent voir les matchs de hockey et de même pour les joueurs de hockey qui vont voir les autres équipes là, du Cégep. Alors, je pense que ça va être très intéressant, ce match-là. J'ai hâte de voir comment les gardiens de but vont jouer. J'ai hâte de voir comment les joueurs vont se comporter. Et j'ai surtout hâte de voir quel type d'opposition que le Boomerang donnera aux Vézina Fusée, Arsenault Roland et Léo Saint-Michel. Léo Saint-Michel. Ça va être effectivement très intéressant parce que oui, c'est un match d'ouverture locale, mais ça va être le premier match de la saison des Rebelles. Alors que, oui, la veille, le Boomerang va avoir joué un match physique et émotif. Donc, l'énergie qui va avoir été drainée la veille sera peut-être, il va peut-être avoir un impact. Ce sera à voir. L'important, Philippe, oui, là-dedans, c'est que les joueurs d'André Laurando se devront de garder leur sang-froid parce que c'est un début de saison chargé. 3 grosses équipes. Je ne dis pas que ça va tout dicter l'allure de la saison. Ceci dit, ce ne sont que 3 matchs en dedans de 2 semaines. Mais une chose est certaine, les joueurs se devront de garder leur sang-froid parce que le match contre Thetford fut très émotif. Il y a eu un peu de brasse camarade pendant les arrêts de jeu. Il y a eu du jeu physique. Ça sera la même chose contre Saint-Laurent. Ça sera la même chose contre les Rebelles du Cégep de Sorel-Tracy. Alors, c'est sûr et certain que le contrôle des émotions sera fort important pour les hommes d'Alexandre Ardenneau dans ce contexte-ci. Mais ça sera la même chose aussi pour les joueurs des Rebelles s'il y a beaucoup d'émotions en l'air au centre récréatif Gadebois samedi soir. Absolument, absolument. Puis bon, ben Outaouais, parce qu'on en parle, Outaouais aussi va jouer contre Sorel-Tracy cette fois dimanche. Je pense qu'on a fait le tour des matchs. Oui, ils concernent beaucoup, effectivement, le Boomerang, mais on n'a pas le choix d'en parler. Le Boomerang qui a 3 matchs, bon, qui a joué un premier match, mais qui a 2 autres très gros matchs en fin de semaine. Donc, ils sont probablement le centre de l'attention actuellement. On risque d'avoir une super belle fin de semaine. Je ne sais pas s'il y a quelque chose en particulier, Denzel, que tu vas surveiller, outre ce dont on a parlé. Donc, je te laisse là-dessus, à savoir s'il y a peut-être un élément, un joueur ou quoi que ce soit là, qui va attirer ton attention. Honnêtement, j'ai hâte de voir le duel opposant les Dragons du Collège La Flèche au Dynamique du Cégep de Sainte-Foy. C'est 2 équipes qui vont avoir plusieurs joueurs recrues dans leurs alignements. Ça pourrait laisser place à beaucoup de buts. Puis, il y a des joueurs que je trouvais en particulier, notamment Jean-Christophe Diamond du côté du Cégep de Sainte-Foy. C'est un excellent joueur en provenance des élites de Jonquière qui m'avait vraiment impressionné l'année passée dans le circuit M18 3A. Il y a des joueurs comme Anthony Hamelin aussi. Puis, du côté de La Flèche, je pense que oui, on a perdu des joueurs importants, mais on a des bonnes recrues qui s'en viennent du côté des Estacades. Donc, encore là, c'est 2 équipes qui sont jeunes, qui vont avoir beaucoup à prouver cette saison. Puis, ça devrait être un match intéressant au PEPS. Là, c'est vendredi. Je vais suivre ce match attentivement, ça, c'est sûr. Et pour toi, Tristan, est-ce qu'en dehors du Boomerang, il y a quelque chose qui attire ton attention en particulier pour en fin de semaine? De mon côté, je pense qu'un autre duel qui sera vraiment intéressant à suivre à distance, c'est le match entre les Lions du Cégep Champlain-Saint-Laurent et les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent. On en avait parlé justement. Champlain-Saint-Laurent, c'est une équipe qui pourrait se frayer un chemin à l'intérieur de la première moitié là, du classement général. Les Patriotes qui ont beaucoup de profondeur aussi. Alors, j'ai hâte de voir quel type de rencontre auquel nous aurons droit entre ces 2 formations. Ça se passe du côté là, de l'aréna de Deux-Glaces, du côté de Val-Bélair, dans la région de Québec. Et j'ai hâte de voir aussi Émeric Delisle du côté des Lions du Cégep Champlain-Saint-Laurent, comment il aura récupéré de sa blessure de l'année passée et s'il reprendra là, le collier de la même manière qu'il avait amorcé sa très courte saison 2022-23 et s'il répétera peut-être les mêmes statistiques qu'il avait eues au niveau M18 Division 1. Mais une chose est certaine, c'est un excellent joueur de hockey. Du côté des Patriotes, il y en a des excellents aussi. Alors, je pense que ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir aussi
Boucher devant le filet là, de Champlain-Saint-Laurent, comment il amorcera la saison. Je pense que ça va être un des très bons matchs de la fin de semaine. Là. Excellent. Je pense qu'on a en masse de quoi se divertir et se nourrir avec du très bon hockey collégial en fin de semaine. Un gros merci, messieurs. On regarde tout ça, on digère tout ça, puis on se reparle de tout ça la semaine prochaine. Un autre podcast, une autre intervention de votre part là, dans l'édition hockey. Merci encore. Bonne semaine, puis bon hockey collégial. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir. Alors, on est rendu au volet féminin de notre édition hockey. Et comme l'année passée, on a avec nous Léa McIntyre. Léa, en partant, je te salue et je te souhaite un bon retour sur les glaces et surtout au micro de Bulletin sportif. Très content de te revoir encore cette année. Salut. Très contente d'être là encore cette année aussi. On a eu un début de saison déjà au hockey collégial en fin de semaine. On a un début de saison, en tout cas hors concours au niveau universitaire. La saison va commencer le 12 octobre seulement. On aura le temps de mettre la table là-dessus. Mais avant d'embarquer dans notre sport étudiant, dans notre hockey étudiant, je voulais jaser avec toi d'un sujet qui a quand même été très important dans le hockey féminin cet été. La fin de la PHF. La fin des contrats, dans le fond, donnés aux joueuses professionnelles, puis on va parler de la force là, pour les gens qui sont plus qui sont peut-être moins habitués à cette ligue-là, mais qui ont entendu le nom de la force, qui ont peut-être suivi un petit peu ce qui s'est passé. Donc, la force avait donné des contrats à des joueuses, dont certaines joueuses qui étaient encore éligibles ou admissibles à une saison universitaire. Mais là, la fin de la PHF a signifié la fin de ces contrats-là, l'annulation de ces contrats-là. Et les équipes maintenant sont en train de se former. Des premières signatures ont été faites, repêchage et tout. Mais je voulais avoir ton opinion là-dessus parce qu'on en avait parlé un peu de ça à la fin de la saison passée, justement, du risque qu'il y avait pour les équipes universitaires de perdre des joueuses. Mais là, on a eu un peu l'inverse du fait que, il y a des joueuses qui reviennent. Puis un des exemples probants là, qu'on a eu la semaine passée, c'est Rosalie Bégin-Cyr, qui, elle, avait signé avec la Force et qui a choisi de jouer sa dernière année universitaire étant donné la fin de son contrat. T'en penses quoi de toute cette saga-là? Je veux avoir ton opinion là-dessus, de comment tu vois ça pour le hockey féminin, puis à quel point c'est bon ou... bref, parle-moi de ça. Pour le hockey féminin, je pense que c'est à court terme, ça fait très mal. Il y a beaucoup de joueuses qui perdent des contrats, qui perdent des opportunités. Parce qu'il y a juste 6 équipes. Là, il y en avait 7 dans la PHF. Là, on passe à 6 équipes. Donc, à court terme, je pense que ça a fait mal. Mais c'est la meilleure chose pour le long terme. Donc, je suis excitée de voir où que ça s'en va. Puis là, j'avais une certaine crainte. Je savais pas trop, là. Les joueurs qui avaient décidé de sortir de l'université pour son aller jouer pro, est-ce qu'elle allait avoir l'opportunité de retourner à l'université quand... si dans l'éventualité où il n'était pas repêché, là, on sait que le repêchage, à l'heure qu'on est en ce moment, ça n'a pas lieu. Oui, on enregistre le lundi matin là, pour que les gens sachent. Puis évidemment, ça va être au moment où ça va sortir, vous allez écouter ça, le repêchage va avoir eu lieu, effectivement. Exact. Donc, de voir que des joueuses comme Rosalie Bégin-Cyr peut retourner à l'université malgré qu'elle avait signé un contrat, je trouve ça le fun. Parce que j'étais pas certaine comment ça allait procéder. Tu sais, en NCAA, si tu déclares que tu t'en vas pro, c'est terminé. Mm-hmm. Donc là, de voir que U-Sport accepte qu'elle revienne jouer, je trouve que c'est le fun pour elle, c'est le fun pour les autres joueurs qui sont dans ces situations-là. Puis ça va donner un bon coup de main aux Stingers cette année de la revoir parmi eux. Là. Ça, c'est sûr et certain pour les Stingers. Puis on peut penser à Audrey-Anne Veillette, comme j'ai dit il y a quelques secondes. On ne sait pas si elle va avoir été repêchée quelque part, Audrey-Anne, mais c'est quelqu'un qui peut être justement sur la clôture, si on veut le dire comme ça. C'est une fille qui a énormément de talent et tout, qui aura éventuellement probablement sa place dans une ligue professionnelle. Mais au moment où on se parle, avec la qualité de joueuse internationale puis de très haut niveau, parce que c'est ça la différence, c'est que la PHF,
Les Marie-Philippe Poulin n'étaient pas dans la PHF, ne voulaient pas aller jouer dans cette ligue-là. Ce n'est pas ce qu'elles souhaitaient comme fondation pour leur ligue. Donc, ces joueuses-là n'étaient pas là. Maintenant, c'est ces joueuses-là là, qu'on va voir. Donc, pour le spectacle du hockey professionnel féminin, là, on va monter d'une coche, dans le sens que les joueuses qui vont être là, c'est le plus haut niveau, du moins qu'on souhaite, là, c'est les joueuses du plus haut niveau. Puis, bon, j'ai juste à nommer Marie-Philippe Poulin pour que le monde comprenne bien c'est ce qu'on veut dire par là. Mais justement, ça fait en sorte que des joueuses comme Audrey-Anne Veillette, comme Rosalie Bégin-C, comme un paquet d'autres, vont-elles avoir leur place? Puis ça, à moyen terme, je ne parle même pas à long terme, parce qu'à long terme, on ne le sait pas, il va peut-être avoir 15 équipes bientôt, mais à moyen terme, est-ce que ça coupe l'accès à toutes ces filles-là à une carrière pro en Amérique du Nord, alors qu'elles étaient en train de s'en bâtir une? Est-ce qu'elles ont le niveau de jeu pour justement intégrer des équipes au nombre de places qu'il y a? À un moment donné, c'est limité. Ben, je pense que tant que longtemps qu'il reste à 6 équipes, les places, il n'y en aura pas tant que ça. Ça va probablement que ça va amener les joueurs à jouer leur parcours universitaire complet, et après évaluer, OK, est-ce qu'il y a de la place? Ça va être une question de timing, hein, comme tout dans le hockey. S'il y a des places qui se libèrent, il y a des retraites, peut-être que les joueurs vont être tentés de quitter plus rapidement. Mais tu sais, là, on le voyait avec Audrey-Anne, avec Rosalie, qui, avant la fin de leur éligibilité, avaient pris la décision de s'en aller pro. Mais là, s'il n'y a pas tant de place que ça, ces joueurs-là vont peut-être décider, OK, regarde, je vais jouer mes 5 années, puis après ça, on va réévaluer, voir ce qui se passe, puis les opportunités qui se présentent devant elles. Exact. Ça va être intéressant. En tout cas, on aura le temps d'en jaser, mais ça va être intéressant aussi de suivre le fait que tu as 6 équipes, des joueurs qui s'installent, puis on s'entend, là, quand tu commences une carrière professionnelle, ça peut durer 10, 12, 15 ans. Là. Donc, les filles, je vais reprendre l'exemple de Rosalie. Rosalie, l'année prochaine, elle redevient éligible pour se faire repêcher. Si elle ne se fait pas repêcher, elle va jouer où? Puis peut-être qu'il y aura une place pour elle dans 2-3 ans, mais en attendant, elle va jouer où? Est-ce qu'elle va être capable de jouer à un niveau, en tout cas, où est-ce qu'elle va pouvoir se maintenir puis continuer de se développer en attendant d'avoir une place dans une ligue, dans une équipe professionnelle comme ça, ou si ça va être une question de timing, fait qu'on va échapper des joueurs parce qu'on n'a pas une ligue américaine, on n'a pas une ligue, je veux dire, l'équivalent d'une ligue américaine. Donc, il y a cet élément-là là, qui, moi, en tout cas, je me pose des questions, puis je trouverais ça plate que le timing fasse qu'il y a des joueurs de très bon calibre, mais qui fait que, l'année où tu aurais pu te repêcher, ou les 2-3 ans où est-ce que tu es encore, disons, à ton sommet, tu es encore en train de te développer, tu n'as pas vraiment de place pour aller maintenir ton niveau, si on veut, puis continuer de te développer, autre que des ligues de garage ou des endroits, justement. Tu sais, c'est où que tu vas pouvoir continuer à garder ça? Cette question-là, je me la pose. Bien, évidemment que va falloir que éventuellement il y ait quelque chose, parce que c'est vrai que ce gap-là va faire en sorte qu'il y a des joueuses qu'on va perdre. Par contre, les années olympiques, je pense, vont être parfaites pour ça, parce que les Américaines et les Canadiennes vont être centralisées chacun de leur côté. Donc, ça va laisser beaucoup de place aux joueuses. Puis une fois que tu mets ton pied dans l'équipe, dans la ligue, puis tu performes, après ça va être difficile de dire finalement, on ne te reprendra pas. T'sais. Donc, je pense que une fois aux 4 ans, ça va être l'opportunité de go. C'est le temps. Et si ça fonctionne, tant mieux. Mais éventuellement, dans les prochaines années, je pense qu'il faut qu'il y ait une équipe B un peu. Il y a une place où ces joueurs-là sortent de l'université, peuvent aller jouer un petit tremplin 2 ans, 3 ans, puis après ça, pouvoir rentrer dans la ligue professionnelle. Mais ça va être tranquillement. Là. On commence à avoir une ligue professionnelle. Donc, c'est sûr que ça va prendre encore quelques années. Il va falloir qu'eux prouvent qu'ils sont rentables, qu'ils sont capables de rester en vie sur une longue période aussi. Puis après ça, l'autre circuit va pouvoir s'installer. Là. Absolument, absolument. De toute façon, comme je dis, on va avoir l'occasion d'en reparler, mais surtout, c'est pas tant parler pour suivre cette ligue-là. Je pense que c'est pas notre mandat nécessairement parce qu'on parle de sport étudiant, mais moi, c'est vraiment pour les opportunités qui vont suivre parce que je pense que c'est l'élément le plus comment je pourrais dire, le plus crunchy, si tu veux, dans tout ça, c'est de savoir comment c'est quoi l'issue après ta carrière universitaire, d'être capable d'aller, si tu n'es pas capable d'être tout de suite dans la grosse ligue, est-ce que tu es capable d'aller dans un entre-deux puis de faire quand même une carrière ou du moins continuer à te développer dans l'espoir d'un jour te placer là. Bref, on verra bien. Hockey collégial.
Ça a commencé en fin de semaine. Léa est toujours avec les Blues de Dawson. La fin de semaine, évidemment, en partie, on a déjà Limoilou qui a gagné 2 matchs, Champlain le Knoxville qui a gagné 2 matchs, John Abbott qui a gagné son match. Est-ce qu'on a encore cette année ces 3 équipes-là en tête, si on veut, et les autres équipes qui vont se battre pour les positions suivantes? 7 équipes encore, on rappelle aux gens, il y a 7 équipes dans le collégial D1. Comment tu vois justement cette saison-ci là, se positionner en termes d'équipes qui ont des chances de justement bien faire au classement? Je pense que oui, il va y avoir le top 3 encore. Sauf que j'ai l'impression que cette année, il pourra avoir plus de surprises que l'année passée. Que des 4 autres équipes soient capables de battre une fois de temps en temps une équipe du top 3. J'ai l'impression que ça, on va peut-être le voir un peu plus. Au niveau des 4 équipes plus bas, donc André Laurando, Saint-Laurent, Dawson et Édouard Montpetit, je pense qu'il y a vraiment une belle parité puis que les matchs peuvent aller d'un côté ou de l'autre. On a joué contre Édouard Montpetit et Saint-Laurent en pré-saison et là, on a joué contre André Laurando la fin de semaine passée. Donc, je les ai vus, les équipes, je le vois que ça va être le fun à chaque fois qu'on va jouer contre ces équipes-là. Ça peut vraiment aller d'un bord ou de l'autre. Ça va être le fun. Puis quand on va arriver contre les équipes du top 3, comme les 3 dernières saisons, là, ces 3 équipes-là, ben ça va être un challenge supplémentaire. Puis je pense vraiment qu'il y a des équipes qui vont être capables de créer la surprise cette année. Mais les 3 équipes, là, j'ai vu les 3 jouer. Nous, on a joué contre les Knoxville vendredi passé. J'ai vu John Abbott jouer, j'ai vu Limoilou jouer. Ça va être des bonnes équipes. Ça va être des très bonnes équipes. Puis c'est intéressant, on a parlé beaucoup d'Émilie Lucier et Gabrielle Santerre. C'était les 2 têtes d'affiche, si on veut, de la Ligue en termes d'attaquantes et de productrices de points. Là, elles ne sont plus là, les 2. Elles sont rendues au niveau universitaire. Qui sont les joueuses qu'on va vouloir vraiment surveiller? Je le sais qu'il y a les 2 Françaises à John Abbott, là, Manon Lescodin et Jade Barbirati qui sont encore là. Donc, assurément, en tout cas, de mon œil d'observateur, j'imagine qu'elles font partie de ce top-là. Mais est-ce qu'il y a des joueuses, là, justement, qu'on s'attend, là, qu'on sait qui vont être à surveiller dans les équipes, dans les différentes équipes? Rapidement comme ça, les 2 recrues dans le circuit qui étaient avec l'équipe nationale du moins de 18 ans, une à John Abbott, Sienna D'Alessandro. Déjà, là, premier match sur une victoire de 3-0, elle a 2 buts. Oui. Ça va être intéressant à suivre. D'après moi, là, elle va prendre le relais d'Émilie. Je pense qu'elle va porter le numéro 14 aussi, donc comme Émilie. Donc elle va vraiment être impressionnante à suivre. C'est une joueuse que j'ai vu évoluer depuis plusieurs années, puis à chaque fois qu'elle met le pied sur la glace, on sent la différence tout de suite. Elle va être capable malgré que c'est une recrue, qu'elle va être capable de prendre le lead de cette équipe-là et les amener au prochain niveau. Sinon, la deuxième, c'est Rosalie Breton à Limoilou, une défenseur. Moi, je l'ai vu évoluer la saison passée dans le Midget 3. Et là, était vraiment dominante. Là. Elle a fait l'équipe nationale cet été. Et là, elle évolue avec Limoilou. Je l'ai vu une partie, puis j'étais impressionnée. Moi, cette défenseur-là, c'est vraiment un coup de cœur. Là. Elle est vraiment, vraiment dominante déjà à sa première année. Donc, de la suivre et de l'avoir évolué pour 3 ans avec les Stars, si elle fait 3 ans, je prends en considération ça. Ça va être une joueuse qui va être vraiment le fun à suivre. J'ai vu aussi en fin de semaine Sandrine Chouinard qui s'en est donné à cœur joie contre André Laurando. Une autre recrue des Titans, 4 buts, 2 passes. Ça aussi, c'est impressionnant pour une entrée en scène. Là, le premier match, pas fait de points, là, mais son deuxième match, 4 buts déjà. Donc, il y a des recrues déjà à Limoilou, franchement, qui prennent leur place. Là. Donc, il n'y a pas de gêne là-bas. On profite de nos opportunités. Elle aussi, j'imagine, fait partie des joueuses là, qui, déjà font écarquiller les yeux, mais à quel point, justement, elle va être une joueuse à surveiller, elle aussi. C'est certain. Les Titans ont un vraiment bon nombre de recrues cette année, mais si je ne me trompe pas, ils jouaient tous ensemble à
Québec l'année passée au M18. Donc, ils ont déjà une belle complicité, ils se connaissent depuis longtemps. Donc, ça va être dynamique comme équipe. Puis à Limoilou, il ne faut pas oublier aussi Héloïse Caron, là, qui est vraiment très dominante. Donc, les Titans vont avoir une très, très belle équipe cette année, une équipe jeune, une équipe dynamique. Ils vont être vraiment dangereuses. Puis Sandrine Chouinard, 4 buts déjà dans une partie. Ça annonce bien ses couleurs-là. Au niveau des gardiennes, Jade Lachance-Blouin de retour avec Lennoxville. Bon, elle, on l'a vu aller l'année passée, une solide joueuse. Mais il y en a une que j'avais bien aimée, puis elle porte les couleurs de Dawson, Jeanne Lortie. Parle-moi justement de Dawson, votre équipe là-bas, puis le rôle que justement Jeanne va avoir encore cette année. Jeanne, ça a été la gardienne de l'année dans le circuit collégial pour les 2 dernières saisons. Je pense qu'elle approche la saison cette année en confiance. Elle a déjà signé son contrat pour aller en NCAA. Donc, cette pression-là est sortie de ses épaules. Je pense qu'elle va juste pouvoir se concentrer à jouer et avoir du plaisir cette année. Puis c'est sûr avoir un gros rôle dans notre équipe. C'est un leader vraiment important pour nous. Sinon, à Dawson, cette année, on va avoir un trio de gardiens de but vraiment intéressant. Okay. Avec Jeanne, évidemment, Noémie qui revient. Et on a une recrue, elle s'appelle Camille. Ça va être un très beau trio qui va être vraiment important pour nous. Sinon, pour notre équipe, on a une jeune défensive avec beaucoup de recrues. Donc, je pense que ça va déjà bien pour eux. Il va juste falloir qu'ils continuent à progresser, mais je pense que notre défensive devrait être quand même solide d'ici une courte période de temps. Puis en avant aussi, on a quand même plusieurs recrues. Je pense qu'en général, on va avoir une équipe qui est dynamique, une équipe rapide. Il va falloir réussir à gagner des matchs, surtout contre André Laurando, que l'année passée, ils ont fait très mal. Là. Oui. On n'a pas réussi à gagner un match contre eux l'année passée. Là, ça a mal commencé. On a déjà joué contre eux, une autre défaite. Donc, il va falloir trouver le moyen de surmonter ça et d'aller chercher ces points-là. Oui, puis ça va être intéressant, là, justement, les 3 équipes de Montréal, Dawson, Saint-Laurent, André Laurando, justement, t'en parlais, là, la bataille, puis savoir qui va sortir la tête de l'eau là-dedans. Donc, une équipe jeune à Dawson. Il y a évidemment, c'est la réalité du hockey collégial. C'est des cycles. C'est des cycles de 3 ans, ça va assez vite. Comment vous fonctionnez justement quand vous avez 3 gardiennes? Est-ce que, parce que là, il y a tout le temps une séparation là, des matchs là, en général, mais à 3, est-ce que vous séparez les matchs à 3 systématiquement? Chaque gardienne joue un match sur 3. Comment ça fonctionne? Pour nous, il va y avoir une rotation à 3. Là. On n'aura pas un gardien de but qui ne goalera pas de l'année. Il va y avoir une rotation à 3. Comment va se faire la rotation? C'est vraiment pas moi qui gère ça, j'ai aucune idée. Là. C'est entre l'entraîneur-chef et l'entraîneur de gardien de but. Fait que j'ai aucune idée comment ça va se dérouler. Mais peu importe la gardienne de but qui est dans les buts, je suis confiante. On a vraiment un beau trio. Vous allez le voir durant la saison. On a vraiment un beau trio de gardiens de but. C'est 3 gardiennes de but qui peuvent voler des matchs à elles seules. Donc, la gestion, c'est sûr, ça va être difficile de savoir qui va être habillé, qui va être sur le banc, qui va être dans les estrades. Je suis vraiment contente de ne pas avoir un mot à dire là-dedans parce que c'est sûr, ça va être des choix qui vont être déchirants par moment. Mais oui, les 3 vont garder les buts cette année. Excellent, excellent. La semaine prochaine, en fait, mercredi, il y a un match. Le Boomerang joue à Édouard Montpetit, mais pour vous, vous recevez John Abbott. Très gros test vendredi soir. Comment vous préparez ça? Est-ce que, justement, avec beaucoup de recrues, comment vous utilisez justement vos joueuses vétéranes pour essayer de ne pas voir ça comme une plus grosse montagne que c'est, parce qu'évidemment, c'est toujours intimidant de savoir que tu joues contre une équipe de très haut calibre, là, je vais le dire comme ça, qui gagne des championnats et tout. Quand tu es une recrue, tu arrives.
est-ce que la peur de perdre existe? Comment on travaille pour éviter cette peur de perdre-là puis essayer de s'assurer d'avoir confiance? Puis justement, comme je posais la question, les vétérans, c'est quoi leur rôle là-dedans? Oui. Ben là, on n'a pas commencé à y penser encore. C'est pas vendredi s'en vient que c'est l'autre parce qu'on s'en va en tournoi, en fait. Je pense Oui, que tu as toutes les raison, équipes de c'est la le Ligue, 22. Ben oui, tu as raison. Oui. exact. Toutes les équipes de la Ligue, si je ne me trompe pas, partent en tournoi à Stony Creek ce week-end. Fait que là, on focus vraiment là-dessus, mais je sais que la semaine prochaine, notre philosophie par rapport à ce match-là va être un peu différente parce que la dernière fois qu'on a joué John Abbott, on était à la maison et on a gagné contre eux, malgré leur équipe extraordinaire qui a gagné le championnat, qui était tellement bonne. On a réussi à gagner ce match-là. Donc, tous nos vétérans l'ont vécu. Puis, encore aujourd'hui, ils en parlent à quel point c'était un moment fort de leur saison l'année passée. Donc, c'est sûr qu'ils vont ramener cette énergie-là. Puis, pour les recrues, ben, c'est faisable de les battre. T'sais, on l'a fait l'année passée. Donc, pourquoi pas le refaire encore? T'sais, donc, je pense que ça va vraiment être sur ça, voir que tout est possible. Puis, c'est en début de saison. Là, s'il y a un moment qu'on peut les surprendre, c'est bien maintenant, avant que tout soit extrêmement bien rodé. Donc moi, j'y crois. Je pense que les joueurs y croient. Ils en parlent déjà. Puis il y a tellement une grosse rivalité entre les deux cégeps anglophones de la région. Les filles se connaissent. Beaucoup de joueuses ont joué ensemble dans les années précédentes. Donc, il y a une grosse rivalité. C'est tout le temps des matchs qui sont très intenses. C'est des matchs qui sont encerclés sur les calendriers de nos joueuses. On a hâte de les affronter. On n'a pas peur. Vraiment, on a hâte de les affronter. Puis ça va être notre match d'ouverture. Donc, c'est toujours le fun. Tout le temps une ambiance de plus quand c'est le match d'ouverture. Donc, on a vraiment hâte. On attend ce match-là avec impatience. Là. Tu m'as justement corrigé en me disant que cette semaine, on n'était pas, je m'étais trompé dans mes dates, mais effectivement, le tournoi de Stony Creek, comment vous intégrez ça, justement? Est-ce que vous utilisez ça comme des matchs préparatoires de plus? C'est quoi cette approche-là que vous faites avoir par rapport à un tournoi qui arrive alors que la saison a commencé? Bang, après une semaine, on s'en va dans un tournoi puis on repart après. Vous gérez ça comment? Est-ce que c'est un team bonding? À quoi ça sert? Puis comment vous entrevoyez un tournoi comme ça? Bon, ce tournoi-là, c'est probablement le plus gros tournoi auquel j'ai jamais participé, là. C'est vraiment incroyable. Il y a une 60aine d'équipes. Il y a des recruteurs partout. Donc, c'est vraiment un moment que, pour nous, on va mettre nos joueuses finissantes dans la vitrine. Si on veut qu'il y ait le plus d'opportunités possibles de se faire voir. Fait que c'est sûr que c'est une approche un petit peu différente. Oui, on veut gagner, mais on veut surtout que ces joueuses-là soient dans des bonnes positions pour être capable d'avoir des discussions avec des recruteurs, puis finalement se trouver une place à l'université. Donc, c'est sûr que le minding en approchant ce tournoi-là est un petit peu différent. C'est sûr que nous, on voit ça comme une belle opportunité de team bonding. Si on a un gros trajet d'autobus à faire, les filles vont avoir du plaisir, après on va aller à l'hôtel. Il y a beaucoup de temps mort que les joueurs passent ensemble. Fait que c'est sûr qu'en début de saison comme ça rapproche tout le monde. On a déjà un beau groupe, là, on l'a vu rapidement qu'on allait avoir un beau groupe cette année. Donc, je suis certaine qu'ils vont profiter de chaque moment passé ensemble pour tisser des liens encore plus, apprendre à connaître encore plus leurs coéquipières, pour souder encore plus vraiment l'équipe, là. Donc, ça va être un beau week-end, ça va être le fun. L'année passée, on a eu beaucoup de plaisir. On avait quand même bien performé, donc on est encouragé là d'y aller, puis on a vraiment hâte. On part jeudi soir. Puis notre premier match, c'est vendredi autour de 1h, si je ne me trompe pas. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a tellement d'équipes qu'on n'affronte pas les équipes de notre circuit, à moins qu'on se rende jusqu'au bout, que ce soit des équipes du Québec. Donc, ça me permet d'avoir d'autres personnes, de tester des nouvelles choses. Ça va être vraiment une belle fin de semaine. Ah, ben excellent, excellent. Écoute, je vous souhaite tout le succès du monde, puis surtout d'en profiter au maximum. Merci Léa pour ce tour d'horizon déjà pour placer les choses pour la saison qui s'en vient. On se reparle la semaine prochaine.
Et évidemment, ben écoute, comme à chaque semaine, on fera le tour de tout ça. On regardera les meilleures performances. On va regarder les mouvements en classement, les équipes qui se démarquent, puis évidemment prendre des nouvelles des Blues à travers ton regard, mais surtout en même temps prendre des trucs ici et là sur comment vous approchez les diverses situations. C'est toujours super intéressant d'avoir l'œil d'une coach dans un contexte parce que s'il y a une place qu'on ne peut pas aller, c'est bien dans le vestiaire. Et c'est souvent là qui sont les petits détails qui sont intéressants à aller chercher pour comprendre comment les choses se passent. Donc, Léa, tu vas être avec nous toute l'année. Fait que j'en suis super content. Merci beaucoup. Merci à toi. Fait à la prochaine. Donc, mesdames et messieurs, suivez le hockey universitaire et collégial féminin. Puis si jamais vous ratez une semaine des matchs, Léa sera là pour nous analyser tout ça. Merci encore. Fait que à la semaine prochaine. Salut Léa. Bye, à la semaine prochaine.